Bienvenue sur l'Actu en tête. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'Actu en tête, c'est le podcast qui explore l'actualité par le prisme de la santé mentale de nos vies quotidiennes. Tout cela pour tenter de gagner en discernement, en recul, face au flux incessant de l'information. Et chaque semaine, j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Pastor, neuropsychologue formateur, conférencier auteur. Bonjour Fabrice. Et bonjour Didier, bonjour à toutes et à tous. Didier, je rappelle que tu es journaliste, président du Psychodon et commissaire général du Forum national de la santé mentale. Je suis une nouvelle fois très heureux de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors cette semaine, Fabrice, nous revenons sur un dossier, comme on dit, qui a tenu la France en haleine. Et c'est peut-être pas fini. C'est l'affaire Delphine Jubilard, le 17 octobre 2025. Le mari de Delphine, Cédric Jubilard, a été condamné par la cour d'assises du Tarn à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse, bien que le corps de Delphine n'ait jamais été retrouvé. Et pourtant, même après cette condamnation, dans cette affaire comme dans tant d'autres, subsiste l'ombre d'un mystère. Que deviennent les enquêtes non résolues? Ce que l'on appelle communément des cold cases, c'est-à-dire des enquêtes criminelles non résolues depuis au moins un an, réouvertes grâce à de nouveaux éléments scientifiques ou judiciaires. D'ailleurs, depuis 2022, un pôle national spécialisé à Nanterre centralise ces dossiers anciens pour tenter d'apporter enfin des réponses aux familles, aux proches et à la justice. Un clin d'œil à la célèbre série américaine Cold Case, mais ici, Fabrice, ce n'est pas de la fiction dont il s'agit, c'est vraiment du vide, de l'absence du corps, cette absence de preuves parfois, qui laisse derrière lui beaucoup de doutes, beaucoup de stress, d'angoisse. Oui, exactement. Et quand il n'y a pas de corps, quand il y a pas de scène de crime, il n'y a pas d'aveu, alors c'est l'incertitude qui prend toute sa place. C'est une incertitude qui amène beaucoup de violence pour l'entourage, pour la victime disparue, mais aussi pour la société. Alors, loin de nous positionner comme des juges dans cette affaire en cours, cette affaire Jubilard en cours, on va aujourd'hui se questionner ensemble sur cette violence qui est psychologique, qui est psychique, qui est collective. Voilà, on va tenter ensemble de la décrypter aujourd'hui. Parce qu'il s'agit, Fabrice, pour les proches, et c'est un véritable drame, de vivre avec l'absence. Parce que lorsqu'une affaire n'est pas résolue, ici il n'y a ni corps, ni preuve, que deviennent les familles? On parle souvent des procédures, des juges, des enquêteurs, mais on oublie peut-être trop souvent ces proches qui sont dans une attente sans fin et qui traversent le temps avec une souffrance quotidienne. Oui, c'est une épreuve, psychologique d'une très forte intensité. D'ailleurs, la chercheuse américaine Pauline Boss a donné un nom à cette situation, elle appelle ça la perte ambiguë. En fait, ce n'est ni un deuil, ni une disparition ordinaire. C'est une situation entre 2, on va dire, où la personne aimée est absente, mais elle n'est pas clairement perdue. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas non plus de certitude. Et tant qu'il n'y a pas de certitude, alors là, on reste en alerte. Pour simplifier, le cerveau ne peut pas «classer» entre guillemets l'événement comme étant fini. La douleur psychologique reste activée, de manière permanente, ou alors on espère, on désespère, on imagine et on doute. C'est une spirale où se mêlent anxiété, culpabilité, parfois même paranoïa. On croit apercevoir, la personne disparue dans la rue, on scrute les médias, on interprète les choses, comme des signes parfois et pendant ce temps, le monde continue de tourner. C'est là que naît peu à peu une souffrance qui est la souffrance la plus aiguë, c'est de plus être en contact avec l'être aimé tout en refusant d'y renoncer. Ce que tu décris là, c'est ce que nous avons vu partager à travers les médias dans l'affaire Grégory Villemain. 40 ans plus tard, le dossier hante encore les mémoires collectives et la série documentaire sortie sur Netflix a même récemment rappelé à quel point cette histoire dépasse la simple enquête. Elle raconte une famille enfermée dans un cauchemar médiatique, incapable, comme tu le disais, de tourner la page parce que la vérité se dérobe sans cesse. Ces cold cases ne sont pas seulement des faits divers, ils deviennent des miroirs de nos angoisses collectives. Oui, parce que l'incertitude est plus destructrice que la certitude, notamment quand elle est tragique. Savoir que quelqu'un est mort permet avec le temps et bien évidemment plus ou moins facilement d'intégrer la perte, de faire son deuil. Ne pas savoir, c'est vivre dans un entre-deux, ni vie, ni mort, ni paix, on va dire.
C'est une zone grise, et d'ailleurs, c'est le terreau de plein de projections mentales. Et s'il était encore vivant, si on me cachait quelque chose. Donc, quand la disparition cache en fait une séquestration, des violences ou même de la torture, alors là, l'imaginaire devient absolument infernal. D'ailleurs, certains proches le verbalisent et préféraient savoir la personne morte plutôt que de l'imaginer souffrir sans fin. C'est ce paradoxe en fait entre espérer sans pouvoir espérer et craindre sans pouvoir savoir qui provoque un vrai traumatisme absolument massif. Parlons maintenant, Fabrice, de l'auteur du crime, l'auteur de la disparition, qui aussi, entre perversion et contrôle, tu vas nous expliquer, parce qu'on parle beaucoup des victimes, mais on peut se demander aussi qu'est-ce qui pousse une personne à commettre ce genre d'acte, qu'est-ce qui l'anime à ce type de passage à l'acte. Ah oui, on parle même souvent plus des auteurs que des victimes d'ailleurs. Alors, heureusement, les cas sont rares, mais on les médiatise. Alors, c'est très bien qu'on les médiatise, mais attention, pas parce qu'on les médiatise beaucoup qu'il y en a énormément. Et évidemment, on ne peut pas généraliser. Alors, souvent, on imagine l'auteur qui pète un plomb à un moment de perte de contrôle. Ça peut arriver dans certains cas, évidemment, mais dans la plupart des cas d'affaires de séquestration ou de disparition, c'est tout l'inverse. On est dans un acte de contrôle absolu dans la logique de la perversion. On n'est pas dans l'objectif premier de seulement détruire une personne, mais parfois de la posséder, entre guillemets. L'auteur va tirer une forme de jouissance du pouvoir qu'il exerce. Il sait ce que les autres ignorent, il a un secret, il détient un secret, et c'est lui qui contrôle l'histoire en quelque sorte. Alors, ce pouvoir de détenir la vérité, de décider du moment où elle sera révélée, ou d'ailleurs de jamais le révéler, ça peut parfois devenir une source de plaisir un peu pervers. Un plaisir pervers de maîtriser le récit, de maîtriser l'histoire, même d'en maîtriser la médiatisation, une façon d'exister comme maître du jeu. Oui, en privant les proches de la victime de toute réponse, l'auteur va garder la main sur eux. La personne disparue cesse d'être un sujet, elle devient un objet d'emprise, un instrument de domination. Et dans les médias, on fait souvent un raccourci avec un mot. On parle souvent de psychopathe pour désigner ces profils, ces personnes. Mais quel est le sens de ce mot exactement, Fabrice? Et est-ce qu'il décrit une réalité clinique? Alors on peut préciser, en psychiatrie, on n'utilise plus, le terme de psychopathe comme, diagnostic. DSM-5 révisé parle, de troubles de la personnalité antisociale et la recherche décrit des traits psychopathiques qu'on évalue notamment, par exemple, par l'échelle de Robert Hare. On va être donc dans la froideur affective, dans la, froideur émotionnelle persistante, dans la manipulation, le mensonge instrumental, la faible empathie, la recherche de domination. Alors, l'image du tueur froid, elle est réductrice. Beaucoup de personnes qui présentent ces traits, ne commettent pas d'homicide. Ils exploitent et ils contrôlent. Tu as des dirigeants comme ça présents. Alors, quand ces traits s'additionnent à l'impulsivité et à l'indifférence morale, le risque de violence grave va vraiment augmenter. Par ailleurs, quand on voit un plaisir pris à faire souffrir, on part plutôt de sadisme. Si ce plaisir a une dimension sexuelle, d'ailleurs, le DSM situe cela du côté des troubles paraphiliques, par exemple le sadisme sexuel. Et là, c'est pas un synonyme de psychopathie, même si les tableaux peuvent parfois se combiner. Qu'est-ce que ça veut dire paraphilique? Paraphilique, ça veut dire qu'il y a des particularités au niveau sexuel, il en existe plusieurs, le sadisme, le masochisme ou ce genre de choses. Fabrice, est-ce que tu peux nous rappeler aussi, puisque nous sommes dans la compréhension aussi du langage que tu utilisais, et souvent par la presse, qu'est-ce qu'un trouble de la personnalité antisociale? On en parle souvent, mais qu'est-ce que ça recouvre? Alors le trouble de la personnalité antisociale au sens du DSM-5 révisé, c'est un mode durable de mépris et de violation des droits d'autrui qui va commencer très tôt dans la vie. Ce sont des personnes qui ont souvent présenté dès l'enfance ou dès l'adolescence un trouble des conduites, avec des agressions, avec du vol, des mensonges parfois, des destructions de biens, des transgressions constantes des règles. Alors Et c'est pas c'est une ceux-là fois. qu'on va retrouver à l'âge adulte avec des comportements comme on évoquait tout à l'heure? C'est ceux-là qu'on a plus de chances de retrouver à l'âge adulte. Alors, je précise hein, que ces comportements qu'on peut trouver dans l'enfance ou dans l'adolescence, c'est pas une fois de temps en temps, une fois tous les ans ou tous les 2 ans. C'est vraiment des comportements qui sont récurrents, qui peuvent être même quotidiens. Alors, à l'âge adulte, effectivement, on va voir des comportements qui peuvent être un peu différents. Il peut y avoir de la tromperie, de l'impulsivité,
Alors, l'impulsivité à ne pas mettre non plus dans toutes les cases. Dans le TDAH, par exemple, on parle de l'impulsivité, mais là, c'est autre chose. Aussi de l'irresponsabilité. Un point un peu commun, c'est l'absence de remords. Alors, ce sont des personnes qui peuvent être tout à fait charmantes, qui peuvent être manipulatrices, mais la morale ou la culpabilité n'ont pas de poids sur leurs décisions. Je Oui, précise, hein. elles n'ont pas de morale, elles ne se sentent pas coupables. Alors ouais, et puis je précise aussi que les personnes, ces personnes-là, charmantes, manipulatrices, sont pas toutes des personnes antisociales. Il faut préciser aussi parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Alors, le diagnostic, évidemment, il demande que la personne ait au moins 18 ans et que ce schéma de comportement soit stable dans le temps. Ce n'est pas un épisode ponctuel ou une crise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, il y a beaucoup de ces profils qui présentent aussi des addictions ou un historique de traumatisme précoce. Mais évidemment, ces éléments ne suffisent pas à expliquer le trouble. Donc, en résumé, c'est une structure comportementale qui est stable, qui est marquée par la transgression, par l'impulsivité, par l'absence de culpabilité, plus que par une recherche de plaisir dans la souffrance d'autrui. C'est très clair. Merci Fabrice. Pour continuer à décrire une personne, un auteur de pluie qui va se faire vivre, si j'ai bien compris, au fil d'une affaire non résolue, de ces cold cases, qui contrôle et qui jouit de détenir un secret, mieux vaut parler de dynamique d'emprise. Et si il y a plaisir à la souffrance, au sadisme, plutôt que d'un vague pervers, qui est un mot un peu galvaudé. Oui, voilà, c'est ça. Fabrice, dans beaucoup de ces affaires, on parle, de ces criminels, de ces auteurs qui vont jusqu'à cacher les corps, hein. On a bien vu cela, il y a des affaires où on cherche encore des corps et c'est le cas de l'affaire, Delphine, Jubilard. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui se joue dans cette volonté d'effacer la trace, de cacher le corps, de dissimuler ce qui est l'emblématique de la mort? En fait, le fait de cacher un corps, c'est souvent plus, qu'un geste de fuite ou de peur d'être découvert. Bah, le corps, c'est finalement ce qui rend la victime réelle, c'est la preuve du crime. Mais c'est aussi la trace, de la relation. Quand l'auteur veut l'effacer, il efface, on pourrait dire, la réalité même de l'autre. Et puis c'est aussi une manière de garder le contrôle jusqu'au bout, parce que tant qu'on ne retrouve pas le corps, le récit reste, à lui et c'est lui qui détient la clé de la vérité. Ben oui, Puis il y a c'est le seul à savoir où est le corps et c'est lui le maître du jeu. C'est un peu le maître du jeu. Puis il y a aussi une dimension primitive. Dans la psychopathologie criminelle, le corps devient un objet à neutraliser, une sorte de reste qui symbolise à la fois la faute et le lien à la victime. Alors en le faisant disparaître, l'auteur il tente d'effacer ce lien et d'annuler sa responsabilité, comme si il n'y a pas de corps, il n'y a pas de crime. Mais ça marche pas psychologiquement, parce que l'absence de corps, elle devient un vide assez obsédant, autant pour les familles que parfois pour l'auteur lui-même. D'ailleurs, certains finissent par révéler l'emplacement des corps, alors pas nécessairement par remords, mais parfois par un épuisement, une fatigue un peu psychologique, parce que là, le secret devient trop lourd à porter. En fait, cacher le corps, ce n'est pas seulement effacer une preuve comme on vient de se dire, c'est davantage garder le pouvoir sur la vérité, le récit, être au centre du jeu et peut-être au centre de la médiatisation de l'affaire. Voilà, on peut parfois l'interpréter comme ça. Tant que le corps n'est pas retrouvé, l'auteur reste le seul détenteur du secret. Il contrôle le temps, il contrôle les autres, leurs douleurs, il s'approprie. C'est une forme d'appropriation ultime jusqu'à, maîtriser même la disparition, même de l'autre. Mais Fabrice, comme neuropsychologue, ces personnes qui commettent ces crimes et qui cachent, par exemple, dans le cas de l'affaire Delphine Jubilard, les corps, est-ce qu'on peut et pardon, la question est très claire, est-ce qu'on peut les soigner? Est-ce que ces troubles psychiatriques se soignent? Alors, ça dépend d'abord du trouble dont on parle. Pour le trouble de la personnalité antisociale, bon, les objectifs sont en général modestes. On va encadrer les personnes, on va les accompagner d'un point de vue comportemental, on va faire des programmes de prévention de la récidive. D'ailleurs, les lignes directrices, notamment celles du NICE, donc c'est un petit peu la HAS du Royaume-Uni, montrent qu'on peut réduire certains comportements violents, mais on ne va pas transformer la personnalité. On ne guérit pas d'un trouble de la personnalité antisociale. Pour les profils, psychopathiques qu'on a abordés tout à l'heure, hein, et que tu nous as expliqués. Alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, la psychopathie, c'est une terminologie qu'on n'utilise plus, mais pour des profils avec des traits psychopathiques marqués, il y a certaines thérapies conventionnelles qui ont hélas montré assez peu d'effets. Alors, non pas faute de technique, mais parce que les personnes psychopathiques, dirons-nous, entre guillemets, ne se vivent généralement pas comme étant malades.
Donc certains travaux nuancent l'idée d'une incurabilité absolue. On peut effectivement agir, hein, sur l'impulsivité, sur la planification du passage à l'acte ou sur la tolérance à la frustration, mais là, on va vraiment plus parler de gestion du risque plutôt que de guérison. Peut-être que le psychiatre, le spécialiste sur ces angles-là, va accompagner la personne pour tenter de réduire les risques, si je comprends bien. Et pour les personnes avec des profils décrits comme pervers, Alors dans la perversion, c'est un petit peu différent. Là, on va quitter l'indifférence froide, pour une jouissance active, en quelque sorte, du pouvoir. On va dire que le psychopathe, pour faire simple, il est au-dessus de l'autre n'existe pas en quelque sorte, il est vraiment minimisé. Là, le pervers, il va avoir un plaisir par rapport à l'autre. Donc là, on n'est plus seulement dans une absence d'émotion, dans la mise en scène d'une domination. Parfois, justement, avec un plaisir à infliger de la souffrance. Quand cette, jouissance devient d'ailleurs sexuelle et non consentie, on entre dans le champ du sadisme sexuel. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, qu'on reconnaît parfois d'ailleurs comme une paraphilie dans les classifications internationales. Et donc ces différents profils, antisocial, psychopathique, pervers, et cetera, peuvent se croiser, mais c'est pas pour ça qu'ils vont nécessairement se confondre. Alors, on est aussi face à une grande difficulté, c'est l'évaluation de la dangerosité et de la sincérité au cours du suivi. Il y a des cliniciens de médecine légale qui rappellent que dans ces cadres-là, on peut avoir des fois des personnes qui simulent des remords, qui simulent, de la manipulation et donc ça c'est assez fréquent et c'est ce qui complique d'ailleurs le jugement clinique et le jugement judiciaire. si je comprends bien, il faut quand même être très prudent sur la prise en charge de ces personnes et à t'entendre, les professionnels, de santé mentale, les psychiatres, se trouvent parfois démunis. Hein, c'est-à-dire, il ne semble pas y avoir de traitement, vraiment, soignant. Oui, il n'y a pas de traitement soignant. L'expert doit garder à l'esprit que le discours peut être stratégiquement construit parce que tout peut être calculé pour obtenir un avantage. La personne, elle peut essayer de d'amener les choses pour, en fait, finalement, demander une réduction de peine, pour, avoir une meilleure donner une meilleure image d'elle-même ou tout simplement pour contrôler, hein. La personne, elle a toujours envie de contrôler quelque chose. Hem, voilà, ou contrôler une situation. Donc les psychiatres de la justice travaillent en général avec une méthode qui est plutôt très structurée. Donc d'abord, ils mettent en place un cadre très strict avec des entretiens qui sont limités, qui sont très protocolisés. Il n'y a pas de confidence personnelle. Ensuite, il faut faire une confrontation des dires, c'est-à-dire qu'il faut croiser systématiquement ce que dit le sujet avec les faits du dossier. Et enfin, on peut parfois aussi proposer une évaluation psychométrique avec certains outils qui aident à mesurer les traits psychopathiques ou les traits manipulateurs. Mais aucun outil n'est infaillible. L'essentiel ici, ça va être vraiment la position clinique. Il faut rester neutre. Il ne faut pas ni dans la fascination, ni dans l'hostilité. Le psychiatre n'a pas pour objectif de chercher à déjouer le manipulateur. Il doit simplement constater, décrire ce qu'il observe et pas se laisser entraîner dans un jeu. Je vous renvoie d'ailleurs aux différents podcasts et interviews de mon ami psychiatre Pierre Oswald, qui est expert en médecine légale à Bruxelles en Belgique. Pour conclure, Fabrice, parlions de quand la vérité, soigne. Parce que ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que derrière chaque cold case, il y a bien sûr plus qu'une enquête, judiciaire. Il y a des familles suspendues à une attente interminable, des enquêteurs qui continuent, de chercher et une société tout entière confrontée à son besoin de vérité et souvent, très intriguée, de façon mystérieuse aussi par la médiatisation de ces affaires. Le besoin de vérité, c'est un sujet, Fabrice. Oui, parce que la vérité, c'est une nécessité, c'est un objectif psychologique. Tant qu'on ne sait pas, l'esprit, ne peut pas refermer la plaie. L'absence d'explication, c'est une vraie torture. Et c'est peut-être pour cela que ces affaires captivent, tant et qu'elles font, tant, d'audience sur les chaînes de radio-télévision et sur les réseaux sociaux parce qu'elles parlent de notre peur la plus profonde, celle du vide, de la disparition, du silence, du mystère irrésolu. Oui, parce que chaque affaire non résolue laisse en général 2 blessures, celle du crime et celle de l'absence de vérité. Donc parfois, mettre des mots sur cette absence, c'est déjà commencer à la réparer. Merci Fabrice de ces éclairages. C'est pour mieux comprendre ce qui se vit dans ces affaires non résolues, ces cold cases tellement médiatisés. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très très vite la semaine prochaine pour un autre
épisode de l'Actu en tête. Merci Fabrice. Merci à toi Didier. Et puis n'hésitez pas, évidemment, comme on le dit souvent, à liker et à partager le podcast. À bientôt.